Mes parents ont donné 230 000 $ à mon frère pour une maison et à moi ils n'ont rien donné, sauf, toi, tu es la ratée. Alors j'ai arrêté de les appeler. 2 ans plus tard, mon frère est passé en voiture devant ma propriété et il a appelé papa en criant. Je m'appelle Candy et j'ai fêté mes 32 ans le mois dernier. Il y a 2 ans, je me suis assise à la table à manger de mes parents et je les ai vus remettre à mon frère Jacques un chèque de 30 000 pour sa nouvelle maison. Ce soir-là, j'ai entendu mon père dire à ma mère, au moins, un de nos enfants n'est pas un échec. Je suis parti, j'ai effacé leurs contacts et j'ai arrêté de les appeler. 2 ans de silence ont passé jusqu'à la semaine dernière, quand mon frère est passé devant ma nouvelle propriété de 40 acres et a tout de suite appelé notre père en criant, « Tu dois voir ce que Candy a construit. Dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur le bouton like et abonnez-vous avant que je révèle comment j'ai construit mon succès en secret, pendant que ma famille croyait que je gâchais mon potentiel. » En grandissant à Lake Forest, une banlieue riche au nord de Chicago, notre famille paraissait parfaite de l'extérieur. Notre maison coloniale à 2 étages, avec sa pelouse bien entretenue et son garage pour 3 voitures, représentait tout ce que mes parents valorisaient, le statut, les apparences et la réussite financière. Mon père, Michael Henderson, avait construit sa carrière comme banquier d'investissement, travaillant 60 heures par semaine et mesurant sa valeur à la taille de ses primes de fin d'année. Ma mère, Diane, jouait le rôle de parfaite mondaine, organisant des galas de charité et des déjeuners au club de golf, tout en entretenant soigneusement l'image de notre famille dans la communauté. Depuis mes premiers souvenirs, la différence dans la manière dont mes parents traitaient mon frère Jacques et moi était subtile mais impossible à ignorer. Jacques, de 3 ans plus âgé que moi, était leur fils en or, celui qui continuerait le nom de la famille et suivrait les pas financiers de notre père. Quand Jacques a montré de l'intérêt pour le baseball à 8 ans, mon père a tout de suite engagé un entraîneur privé et a construit une cage de frappe dans notre jardin. Quand j'ai développé une passion pour les plantes et commencé un petit potager au même âge, ma mère s'est plainte de la terre ramenée dans la maison et mon père a dit que ce n'était qu'un jeu dans la boue. Jacques a un vrai talent, disait mon père après ses matchs, en exposant fièrement ses trophées sur la cheminée. Mes rubans de la foire scientifique et mes certificats pour des projets environnementaux restaient dans les tiroirs du bureau, sortis seulement quand je demandais pourquoi ils n'étaient pas affichés. Au lycée, le schéma était déjà bien établi. Quand Jacques est entré au tableau d'honneur, nos parents l'ont emmené à un match des Chicago Bulls avec des places au premier rang. Quand j'ai eu le même succès scolaire, ils ont simplement hoché la tête et dit « C'est ce qu'on attend de toi ». Le message devenait de plus en plus clair. Les bons résultats scolaires étaient le minimum attendu, mais seuls certains types de succès comptaient vraiment dans notre famille. À Noël et aux anniversaires, la différence était encore plus visible. Pour ses 16 ans, Jacques a reçu une voiture de sport neuve avec un gros nœud rouge dans l'allée. Pour mes 16 ans, j'ai reçu une voiture d'occasion parce que, comme l'a expliqué mon père, tu as seulement besoin de quelque chose de pratique pour te déplacer. Mais ce n'était pas une question de valeur en argent. La vraie différence venait de l'attention, de l'émotion et de la célébration qui accompagnaient les cadeaux de Jacques, face au côté pratique, presque obligatoire, des miens. Ma grand-mère, Eleanor, était l'exception dans notre famille. La mère de mon père avait grandi dans une petite ferme dans le sud de l'Illinois avant d'épouser mon grand-père et de déménager en banlieue. Elle comprenait ma fascination pour le fait de cultiver et encourager mon intérêt pour les sciences environnementales. Tout le monde ne mesure pas le succès avec le signe du dollar, me disait-elle pendant nos visites du week-end à sa petite maison avec son magnifique jardin. Certains d'entre nous le mesurent par la quantité de biens qu'on rend à la terre. Sous sa guidance, j'ai appris la culture associée, le compostage et les pratiques agricoles durables. Alors que mes parents voyaient ces intérêts comme étranges et inutiles, ma grand-mère Eleanor les reconnaissait comme une vraie vocation. Elle m'offrait des graines rares, des outils de jardinage spécialisés et des livres sur des pratiques agricoles innovantes que je dévorais pendant les vacances d'été. « Tu as un don, Candy », disait-elle, ses mains rugueuses guidant les miennes pendant qu'on transplantait des semis. Le monde a besoin de gens qui comprennent qu'on ne peut pas continuer à prendre à la terre sans lui rendre. Pendant mon avant-dernière année de lycée, j'ai développé un système de jardinage vertical pour mon projet scientifique, qui a obtenu une reconnaissance régionale. Les journaux locaux ont couvert l'histoire et un petit magazine sur l'agriculture durable m'a interviewé à propos du design. Mes parents ont assisté à la cérémonie de remise de prix par obligation, mais ils semblaient mal à l'aise quand d'autres parents les félicitaient. « Ce n'est qu'un projet d'école », a dit mon père avec dédain à un collègue qui avait mentionné m'avoir vu dans le journal. « Jacques est celui qui postulera à Wharton l'année prochaine. » Ça, c'est du vrai potentiel. L'été avant ma dernière année, on a diagnostiqué un cancer agressif à ma grand-mère Eleanor.
J'ai passé chaque moment possible avec elle, souvent en faisant mes devoirs dans sa chambre d'hôpital et en lui racontant mes projets d'étudier les sciences environnementales à l'université. « Promets-moi que tu suivras ton cœur », a-t-elle dit pendant un de ses derniers jours lucides. Sa voix, autrefois forte, n'était plus qu'un murmure. « Ton père s'est perdu en courant après l'argent. Ne fais pas la même erreur. » Elle est morte 3 semaines avant la remise des diplômes, me laissant sans mon unique allié dans la famille. À l'enterrement, j'ai entendu mon père dire à la famille que je traversais juste une phase avec ce truc environnemental et qu'un jour je choisirais quelque chose de pratique. Ce soir-là, seul dans ma chambre entouré de brochures universitaires sur les sciences environnementales, j'ai fait une promesse silencieuse à ma grand-mère, rester fidèle à ma passion, même sans son soutien. Quand sont arrivées les lettres d'acceptation des universités, la différence de traitement est devenue encore plus évidente. Jacques avait été accepté dans le prestigieux programme de commerce de Northwestern, et nos parents ont organisé une grande fête pour le célébrer, invitant famille, amis et partenaires d'affaires pour porter un toast à son brillant avenir. Mon admission à l'université de l'Illinois en sciences environnementales a été reconnue par un simple « c'est bien, chérie » au petit déjeuner. Quand j'ai mentionné l'excellente réputation du programme et mon enthousiasme pour leur recherche en agriculture durable, mon père a levé les yeux de son journal. La science environnementale. Qu'est-ce qu'on fait exactement avec ce diplôme? Sauver la forêt tropicale, a-t-il demandé avec un petit rire, montrant bien qu'il n'attendait pas une réponse sérieuse. En réalité, il y a de plus en plus d'opportunités dans l'agriculture durable, le conseil en durabilité pour les entreprises et la politique environnementale, ai-je expliqué après avoir fait beaucoup de recherches. Le domaine se développe à mesure que les entreprises reconnaissent la valeur commerciale des pratiques durables. Mon père a échangé un regard avec ma mère. Si les entreprises s'y intéressent, peut-être qu'il reste encore de l'espoir pour toi, a-t-il dit en retournant à son journal. La différence financière dans nos expériences universitaires était tout aussi claire. Mes parents ont payé la scolarité complète de Jacques, lui ont acheté un appartement neuf près du campus et lui donné une généreuse allocation mensuelle. Pour moi, ils ont payé les frais de scolarité et les coûts de base du dortoir, mais ils ont bien précisé que les extras seraient ma responsabilité. Considère ça comme une expérience d'apprentissage, expliqua ma mère quand je demandais la raison de la différence. Puisque tu suis une carrière sérieuse qui va demander des contacts et des relations. Tes intérêts sont plus un choix personnel. J'ai trouvé un travail au bureau de durabilité du campus, 20 heures par semaine, en équilibrant l'emploi et les études à temps plein. Pendant que Jacques postait des mises à jour sur les réseaux sociaux depuis des fêtes de fraternité et des événements de réseautage avec des leaders de l'industrie financière, je partageais mon temps entre les cours, le travail et les parcelles agricoles expérimentales de l'université. Malgré la charge supplémentaire, j'ai excellé sur le plan scolaire. Ma compréhension des systèmes de culture durable attira l'attention de la professeure Diana Williams, la chercheuse principale du département d'agriculture urbaine. Ton design de culture verticale montre une vraie innovation, me dit-elle après avoir examiné mon projet de première année. As-tu pensé à la manière dont il pourrait être développé pour les déserts alimentaires urbains? Sous sa direction, j'ai élargi mon projet du lycée en un système complet qui maximisait l'espace de culture tout en minimisant l'utilisation de l'eau. En avant-dernière année, mon design était déjà appliqué dans un programme pilote d'un jardin communautaire près du campus. Même si le projet reçut une subvention d'innovation universitaire de $1000, mon enthousiasme fut gâché par la réaction de ma famille quand j'ai partagé la nouvelle lors d'une visite du week-end à la maison. « C'est génial, chérie », dit ma mère distraitement, avant de se tourner aussitôt vers Jacques. « Tu as raconté à Candy ton offre de stage d'été chez Goldman Sachs. » Le reste du dîner se concentra sur les perspectives de carrière de Jacques, les relations qu'il se faisait et le salaire de départ qu'il pouvait espérer après ses études. Mon projet financé par une subvention et qui pouvait aider à lutter contre l'insécurité alimentaire n'eut droit qu'à une mention rapide. À l'approche de la remise des diplômes, nos chemins divergents devinrent encore plus évidents. Jacques termina son diplôme en commerce et, grâce au contact de notre père, obtint un poste dans une prestigieuse société financière à Chicago, avec un salaire de départ qui faisait sourire ma mère de fierté quand elle en parlait à ses amis. Moi, je me suis diplômé avec mention en sciences environnementales, avec une spécialisation en systèmes agricoles durables et une option en durabilité des entreprises. Le marché du travail dans mon domaine était plus difficile, surtout pour les postes qui correspondaient vraiment à mes intérêts. Après plusieurs mois de recherche, j'ai accepté un stage non rémunéré chez Urban Harvest, une organisation à but non lucratif qui développe des jardins communautaires dans des quartiers défavorisés de Chicago. Un stage non rémunéré.
À ton âge. La déception de mon père était palpable quand j'ai annoncé la nouvelle au dîner. Jacques gagnait déjà 6 chiffres quand il avait 23 ans. Ça me donne une expérience pratique, exactement dans le domaine où je veux travailler, ai-je expliqué. Ils mettent en place des systèmes de culture innovants dans les zones urbaines. C'est un travail de pointe. Jardinage de pointe, murmura mon père. C'est vraiment ça le retour que nous avons après 4 ans de frais universitaires? Ma mère posa la main sur mon bras. Chérie, as-tu pensé à faire un MBA? Avec ton diplôme et quelques crédits en commerce, tu pourrais trouver des opportunités mieux payées. La suggestion était claire, abandonner ma passion pour quelque chose de plus lucratif. J'ai décliné poliment, en expliquant que je restais engagé sur ma voie actuelle. La conversation changea alors sur le récent bonus de Jacques et ses projets de chercher un appartement dans un quartier chic de Chicago. Au lieu de continuer à vivre à la maison sous le poids de leur déception, j'ai trouvé un petit studio dans une partie moins chère de la ville. Le trajet vers mon stage était long et le quartier pas idéal, mais l'espace était à moi, libre des comparaisons constantes et des suggestions à peine cachées de revoir mes choix. Tu rends ça plus difficile que nécessaire, dit ma mère quand je déménageais. On veut juste le meilleur pour toi. Je sais, maman, ai-je répondu, comprenant qu'à leur manière ils voulaient mon bonheur. Mais on n'est pas d'accord sur ce que veut dire le meilleur. 3 ans après la remise des diplômes, j'étais passé de stagiaire non payé à responsable de projet chez Urban Harvest. Mon salaire était modeste pour les standards de Chicago, ce qui m'obligeait à bien gérer mon budget et à rester dans mon petit studio, mais je trouvais une réelle satisfaction dans mon travail. Sous ma direction, nous avions créé 7 jardins communautaires prospères dans les déserts alimentaires de toute la ville, en enseignant aux habitants les pratiques de culture durable tout en leur donnant accès à des produits frais dans des zones où il n'y avait presque pas de supermarché. Mes systèmes innovants de culture verticale avaient été publiés dans un magazine de durabilité et j'avais été invité à parler dans une conférence régionale sur l'agriculture urbaine. Ces réussites professionnelles m'apportaient une vraie satisfaction, même si elles restaient en grande partie ignorées par ma famille, qui mesurait encore le succès avec les promotions et les augmentations. Nos dîners de famille étaient devenus moins fréquents, mais pas moins tendus, avec mes parents qui posaient toujours des questions sur ma situation financière plutôt que sur l'impact de mon travail. Jacques, de son côté, continuait sa montée rapide dans le monde de la finance. Chaque promotion et chaque bonus étaient célébrés avec des cadeaux chers et des annonces fières à tout leur cercle social. Le vrai tournant arriva lors d'un événement qui aurait dû être une heureuse occasion familiale. Jacques venait de demander Amanda en mariage, la fille d'un des amis de golf de mon père. Elle venait d'un milieu tout aussi riche, travaillait dans le marketing pour une marque de luxe et correspondait parfaitement à la vision de mes parents pour une belle-fille idéale. Ma mère commença immédiatement à planifier un dîner de fiançailles somptueux chez eux, l'appelant l'événement social de la saison dans leur cercle. Je suis arrivé tôt pour aider aux préparatifs, sincèrement contente pour mon frère. Malgré nos chemins différents, Jacques et moi avions gardé une relation cordiale, même si un peu distante, au fil des années. Il ne comprenait pas mes choix professionnels, mais il n'avait jamais été ouvertement méprisant comme nos parents. Merci d'être venu, dit-il en me saluant avec une brève accolade. Ça compte beaucoup pour Amanda. Elle n'a pas de frère ni sœur, alors elle est ravie d'avoir une belle sœur. La salle à manger était transformée avec des fleurs fraîches, de la porcelaine fine et de la verrerie qui ne sortait que pour les occasions spéciales. Ma mère avait engagé un service traiteur et le menu incluait tous les plats préférés de Jacques. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, la maison se remplit d'amis de mes parents, de la famille d'Amanda et de plusieurs collègues de Jacques. Je ne reconnus personne de mes propres cercles sociaux ou professionnels, un autre rappel discret de la distance entre nos mondes. Le dîner se déroula avec plusieurs toasts pour le couple heureux, des histoires sur les réussites d'enfance de Jacques et des accueils chaleureux pour Amanda, la nouvelle membre de la famille. Mon père, visiblement ému après plusieurs coupes de champagne cher, se leva pour ce que tout le monde pensait être le toast final. La famille, c'est tout, commença-t-il, la voix pleine de fierté. Rien n'est plus important que de voir ses enfants réussir et construire leur propre vie. Jacques nous a toujours rendus fiers, depuis ses premiers pas jusqu'à sa dernière promotion, dit-il en levantant son verre plus haut. Et maintenant, alors qu'il se prépare à fonder sa propre famille, sa mère et moi voulons l'aider à poser les bases. Il mit la main dans la poche de sa veste et sortit une enveloppe. Amanda, Jacques, nous voulons vous offrir quelque chose pour vous aider à commencer votre vie ensemble comme il faut. Il donna l'enveloppe à Jacques, qui l'ouvrit et en sortit un chèque. Ses yeux s'écarquillèrent un peu avant qu'il ne le tende à Amanda,
dont le maquillage parfait ne pouvait pas cacher l'expression de surprise heureuse. 230 000 $, annonça mon père devant les murmures d'appréciation des invités. Un apport pour une maison digne de la famille que vous allez construire ensemble. La table éclata en applaudissements tandis que je restais figé, mon verre de champagne arrêté à mi-chemin de mes lèvres. 230 000 $, plus d'argent que je ne gagnerais en plusieurs années. Donné librement et fièrement, en public, à mon frère, pendant que moi je luttais chaque mois pour payer mon loyer avec mon salaire de chef de projet. Je forçai un sourire et me joignis aux applaudissements, combattant les émotions compliquées qui bouillonnaient dans ma poitrine. Il ne s'agissait pas de jalousie ni de vouloir des choses matérielles pour moi. Il s'agissait de la preuve brute et indéniable de la manière différente dont mes parents valorisaient nos choix de vie. Après le dîner, pendant que les invités discutaient avec des verres à la main, je me suis éclipsé vers la cuisine pour aider le personnel du traiteur à nettoyer, cherchant un moment loin de la fête. En empilant les assiettes de dessert, j'ai entendu mes parents entrer dans le garde-manger juste à côté, sans se rendre compte de ma présence de l'autre côté de la cloison. Une soirée parfaite, disait ma mère. Tout le monde a été très impressionné par Jacques et Amanda. Et ils forment un si beau couple. Il a tout bien fait, confirma mon père. La glace tintait dans son verre de whisky. La bonne école, la bonne carrière, la bonne fille. On ne pourrait pas demander mieux. Il y eut une pause. J'aurais dû me montrer, mais quelque chose m'a retenu au silence, sentant que la conversation n'était pas finie. Au moins un de nos enfants n'est pas un échec, continua mon père. Sa voix était plus basse, mais assez claire. Toute cette éducation, et Candy qui joue avec des plantes tout en vivant de salaire en salaire. Je ne comprends pas où on s'est trompé avec elle. L'assiette dans ma main faillit m'échapper quand le mot « échec » résonna dans ma tête. Après des années de mépris et de désapprobation, entendre mon père confirmer explicitement ce que j'avais toujours soupçonné fut comme un coup de couteau dans le cœur. Mais elle est encore jeune, tenta ma mère à moitié. Peut-être qu'elle changera d'avis avec le temps. J'en doute. Elle est aussi têtue que ma mère. En parlant de ça, je continue à penser que c'était une erreur que maman encourage toutes ces bêtises de jardinage, en lui mettant des idées en tête sur sauver le monde au lieu de construire une vraie carrière. Je posai l'assiette avec soin et entrai dans l'embrasure du garde-manger. Mes parents sursautèrent, échangeant des regards coupables qui confirmaient qu'ils n'avaient pas prévu que j'entende leur jugement. Mais Candy, commença ma mère, son sourire social remplaçant vite la surprise. Justement, nous venions te chercher pour le toast au champagne pour la nouvelle maison de Jacques et Amanda. Non, ce n'est pas vrai, dis-je d'une voix basse, mais plus ferme que je ne l'aurais cru. Vous étiez en train de discuter de combien je suis un échec. Ne vous inquiétez pas, je le suis clairement. Mon père se redressa, sur la défensive. Tu as mal compris. On exprimait juste une inquiétude pour ta situation financière. Non papa, j'ai très bien compris. Tu as donné 230 000 à Jacques ce soir parce qu'il a suivi ton plan de vie approuvé. Pendant ce temps, je suis une ratée parce que j'ai choisi un travail qui compte pour moi au lieu d'un chèque plus gros. Ce n'est pas juste, intervint ma mère. Lui, il a pris des décisions pratiques qui le préparent à une sécurité à long terme. On est juste inquiet pour ton avenir. Mon avenir, c'est construire des systèmes alimentaires durables pour les communautés qui en ont besoin. Désolé si ce n'est pas assez impressionnant pour vous. Mon père posa son verre, son expression se durcissant. Cet idéalisme enfantin a assez duré, Candy. Tu as une bonne éducation qui pourrait s'appliquer à quelque chose qui en vaut la peine. Au lieu de ça, tu gaspilles ton potentiel dans des projets de jardinage glorifiés qui ne te donneront jamais une vraie sécurité. Des années de douleur et de rage refoulée explosèrent enfin. Va en valoir la peine? Mon travail aide les gens dans les déserts alimentaires à accéder à des produits frais. Nous enseignons des pratiques durables qui compteront pour des générations. Le fait que ça ne vienne pas avec un bureau au coin et des actions en bourse ne le rend pas inutile. Personne ne dit que tes petits jardins ne sont pas jolis, dit ma mère d'un ton conciliant qu'elle utilisait pour calmer les tensions. On veut juste plus pour toi que de lutter pour payer ton loyer pendant que tu fais du travail caritatif. Ce n'est pas du travail caritatif, maman. C'est ma carrière, ma passion, et ça fait une vraie différence. Une vraie différence sur ton compte en banque ferait une plus grande différence dans ta vie, répliqua mon père. Jacques a compris ça dès le début. Voilà pourquoi on peut l'aider pour une maison aujourd'hui, parce qu'il a prouvé sa responsabilité. Donc voilà,
les cadeaux financiers sont réservés seulement aux enfants qui suivent vos carrières approuvées? La patience de mon père s'épuisa visiblement. Pourquoi investirions-nous dans ton avenir alors que tu as choisi d'être une ratée? Le mot resta suspendu entre nous, confirmant tout ce que je venais d'entendre. Les yeux de ma mère s'ouvrirent légèrement devant la brutalité de mon père, mais elle ne dit rien pour le contredire. Je vois, dis-je, une étrange paix remplaçant la douleur, alors que tout devenait clair. Merci d'avoir rendu votre position si claire. Je passai à côté d'eux pour retourner dans la salle à manger, pris mon sac et ma veste et dis doucement au revoir à Jacques et Amanda, les félicitant une fois encore. Aucun de mes parents ne me suivit ni n'essaya de s'expliquer ou de s'excuser pendant que je sortais de leur maison. En conduisant sous une pluie torrentielle qui reflétait mon état d'esprit, je pris une décision qui se préparait depuis des années. Tant que mes parents ne sauraient pas respecter mes choix et voir la valeur de mon travail au-delà de son potentiel de revenus, je ne chercherai plus leur approbation ni ne subirai leur jugement. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai effacé leurs contacts de mon téléphone, je les ai supprimés des réseaux sociaux et j'ai bloqué leurs numéros. La finalité de ces actions apporta autant de douleur qu'un sentiment inattendu de libération. Pour la première fois depuis l'enfance, je ne mesurais plus ma valeur à travers leurs yeux déçus. Les premières semaines après avoir coupé les ponts avec mes parents furent à la fois libératrices et effrayantes. Sans le poids constant de leur désapprobation, je me sentais plus légère. Mais l'absence de famille, même une famille qui ne me comprenait pas, laissait un vide indéniable. Je me suis plongé dans mon travail chez Urban Harvest, canalisant mon énergie émotionnelle dans l'expansion de nos programmes de jardins communautaires et l'amélioration de mes systèmes de culture verticale. Le système hydroponique que j'avais développé comme projet universitaire avait beaucoup évolué après des années de tests et de modifications. Mon dernier design réduisait l'utilisation d'eau de 60% par rapport au système traditionnel, tout en augmentant le rendement dans des espaces limités. Chez Urban Harvest, nous avions implanté ces systèmes dans 3 jardins communautaires, mais je savais que leurs applications potentielles pouvaient être beaucoup plus larges. Pendant une journée de récolte particulièrement réussie sur notre nouveau site de jardin, je suis tombé sur la professeure Williams, ma mentor de licence, qui faisait du bénévolat avec un groupe de ses étudiantes et étudiants actuels. « Mais Candy, ce système est remarquable », dit-elle en examinant les tours verticales remplies de légumes à feuilles. « Tu as résolu les problèmes de circulation de l'eau dont nous avions parlé il y a des années. Nous avons passé l'après-midi à rattraper le temps perdu et j'ai partagé mes idées pour étendre le système à des usages commerciaux. La technologie pourrait transformer la production alimentaire urbaine, mais les budgets des associations sont trop limités pour l'agrandir correctement, ai-je expliqué. La professeure Williams a écouté attentivement puis a dit, tu devrais rencontrer Marcus Chen. Il dirige un fonds d'investissement en technologies agricoles axé sur la durabilité. C'est exactement le type d'innovation qu'il recherche. Cette mise en relation a tout changé. Marcus a visité l'un de nos jardins communautaires la semaine suivante, posant des questions précises sur l'efficacité de l'eau, l'apport de nutriments et l'évolutivité. 2 semaines plus tard, il m'a invité à présenter un plan d'affaires formel à son équipe d'investissement. Ta technologie a un potentiel commercial bien au-delà des jardins communautaires, expliqua-t-il. Avec le bon financement, tu pourrais développer des systèmes pour des restaurants, des chaînes de supermarchés et même des applications résidentielles. La perspective d'étendre mon travail au-delà d'Urban Harvest était à la fois excitante et intimidante. Je ne m'étais jamais vu comme une entrepreneur, mais la possibilité d'amplifier mon impact était trop forte pour l'ignorer. Durant le mois suivant, j'ai travaillé le soir et les week-ends pour élaborer un plan d'affaires complet pour ce qui deviendrait Vertical Bloom, une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en place de systèmes de culture économe en espace pour les milieux urbains. Le fonds de Marcus a proposé un investissement initial de $75 000 en échange de 20% des parts, suffisant pour obtenir un petit atelier et embaucher un ingénieur à temps partiel pour aider à affiner la technologie. J'ai pris un congé chez Urban Harvest, en promettant de continuer à soutenir leur jardin tout en poursuivant cette nouvelle aventure. Les premiers temps de l'entrepreneuriat ont été épuisants. Je travaillais 80 heures par semaine, partageant mon temps entre le développement technique, les opérations commerciales et les tentatives désespérées pour décrocher nos premiers clients pros. Pendant les 3 premiers mois, je ne me suis rien versé, continuant de vivre dans mon petit studio et en tirant au maximum sur mes économies. Il y a eu des moments de doute paralysants, souvent à 3 heures du matin, quand je me réveillais en me demandant si mon père avait eu raison depuis le début. Est-ce que je poursuivais bêtement un rêve idéaliste pendant que mon frère construisait une vraie carrière? Ces doutes étaient particulièrement forts pendant les fêtes, quand l'absence de famille, même difficile,
se faisait plus sentir. Mon premier grand tournant est arrivé 4 mois plus tard, quand une chaîne régionale de supermarchés a accepté de tester mon système de culture dans l'un de ses magasins, en créant un rayon de produits frais internes qui cultiverait salades, herbes et petits légumes sous les yeux des clients. L'attrait marketing des produits avec un transport ultra court, combiné à la forte réduction d'eau utilisée et à la suppression des pesticides, a créé un argument commercial convaincant. L'installation est passée dans les infos économiques locales, attirant l'attention sur Vertical Bloom et générant des demandes de restaurants et d'autres supermarchés. 6 mois après la création de l'entreprise, nous avons embauché nos premiers employés à temps plein. Une brillante ingénieure mécanique, Léla, qui a aidé à perfectionner notre système d'irrigation, et un horticulteur, Ryan, qui a élargi la variété de plantes que notre système pouvait supporter. De temps en temps, par des connaissances communes ou des parents éloignés, j'avais des nouvelles de ma famille. Jacques et Amanda avaient acheté une luxueuse maison de ville à Lincoln Park grâce aux généreux apports de mes parents. Mon père avait reçu une grosse promotion dans son cabinet. Ma mère présidait un autre gala de charité. Ces bribes de leur vie qui continuaient sans moi m'apportaient un mélange de tristesse et de soulagement de voir que nous avancions toutes et tous sur des chemins séparés. Certaines personnes de la famille, bien intentionnées, ont essayé de combler l'écart en m'invitant à des événements où mes parents seraient présents, ou en me transmettant des messages suggérant une réconciliation. Je suis resté ferme sur ma limite, en expliquant que je reconsidérerais le contact quand mes parents sauraient respecter mes choix et reconnaître les manières et les moments où ils avaient méprisé mon travail. « Tu leur manques ?» m'a dit ma tante Suzanne lors d'une de ces conversations. « Ils parlent de toi plus que tu ne le crois. »« Ce qui leur manque, c'est la personne qu'ils voulaient que je sois, » ai-je répondu. « Pas celle que je suis vraiment. » Quand Vertical Bloom a terminé sa première année d'activité, nous avons atteint un jalon inattendu. La rentabilité était modeste, mais notre bilan était enfin dans le vert au lieu du rouge. Nous avions installé des systèmes dans 8 sites commerciaux et nous avions une liste d'attente de clients potentiels. Un groupe de restaurants renommés nous avait engagés pour construire un système de culture sur un toit pour leur concept de la ferme à l'assiette, notre plus grand projet à ce jour. J'ai déménagé de mon studio vers un petit mais charmant appartement d'une chambre dans un quartier plus sûr, m'accordant ce seul plaisir après des années de forte frugalité. Ce n'était rien à côté de la luxueuse maison de ville de Jacques, mais c'était à moi, gagné grâce à un travail auquel je croyais. Avec l'entreprise se stabilisant, j'ai commencé à économiser sérieusement pour un rêve né à l'époque de ma grand-mère Éléanore, posséder un terrain où je pourrais tester et affiner des systèmes de culture à plus grande échelle. Pas seulement des usages urbains, mais aussi des innovations applicables à l'agriculture traditionnelle pour réduire l'usage des ressources tout en gardant la productivité. J'ai ouvert un compte épargne séparé appelé « Fonds de la ferme » et j'y versais 30% de mon modeste salaire chaque mois, ainsi que tous les honoraires de conseil supplémentaires que je gagnais. Le solde augmentait lentement mais sûrement à mesure que Vertical Bloom continuait de grandir. À la fin de notre deuxième année, nous avions 16 employés EES et nous avions ouvert une plus grande unité de production où nous fabriquions nos systèmes de culture brevetés. Un article dans un magazine national sur la durabilité a attiré l'attention de clients potentiels plus importants, dont une chaîne hôtelière intéressée par des jardins sur les toits et un district scolaire voulant installer des systèmes de culture éducatifs. Marcus m'a présenté à d'autres investisseurs intéressés par notre levée de fonds de série A, ce qui nous a permis d'étendre encore les opérations et de développer de nouvelles lignes de produits. Ma part d'origine de 20% dans l'entreprise a été diluée avec la nouvelle levée. Mais la valorisation globale avait tellement augmenté que mon patrimoine net sur le papier approchait désormais les 7 chiffres, un fait qui aurait surpris mes parents s'ils l'avaient su. Malgré tout, j'ai maintenu les limites que j'avais posées. Quand une invitation de mariage d'un cousin est arrivée, avec la présence prévue de mes parents, j'ai envoyé un cadeau généreux, mais j'ai refusé d'y aller. Quand Jacques a laissé un message vocal sur mon téléphone du travail, le seul numéro où il pouvait me joindre à propos d'une alerte santé familiale concernant notre mère, qui s'est révélée mineure, j'ai répondu par un bref email, exprimant mon inquiétude, mais en gardant mes distances. À l'approche du 2e anniversaire de ma décision de couper le contact, le fonds de la ferme avait grandi jusqu'à devenir un acompte respectable pour le type de propriété que j'imaginais. J'ai commencé à travailler avec un agent immobilier spécialisé dans les propriétés agricoles à une distance raisonnable de Chicago, cherchant la bonne combinaison entre bonnes terres, bâtiments existants et proximité de la ville où nos activités commerciales resteraient. Après avoir visité une douzaine de propriétés pas vraiment adaptées, l'agent m'appela avec enthousiasme pour une nouvelle offre. 40 acres dans le comté de MC Henry. Il y a une vieille maison de ferme à rénover, une grande grange en assez bon état et une exposition sud parfaite pour tes champs d'essai.
Le propriétaire veut vendre vite. La propriété était au-dessus de mon budget, nécessitant tous mes économies et une hypothèque qui étirait mes finances au maximum. Mais dès que je suis monté par le long chemin de gravier, j'ai su que c'était exactement pour ça que j'avais travaillé. La maison de ferme des années 1920 avait de bonnes fondations. Même si l'intérieur était vieillot, la grange offrait un grand espace pour l'équipement et les premiers tests de culture, et les champs légèrement vallonnés présentaient des conditions parfaites pour comparer différentes méthodes agricoles. J'ai fait une offre le même jour, et après de brèves négociations, elle fut acceptée. 60 jours plus tard, je suis devenu propriétaire de 40 acres, la matérialisation du chemin que j'avais choisi malgré la désapprobation de ma famille. Le jour où j'ai reçu les clés, je me suis tenu au centre de ce qui deviendrait mon premier champ d'essai, le soleil couchant réchauffant mon visage alors que je regardais la terre qui était maintenant mienne. À ce moment-là, je sentis fortement la présence de grand-mère Éléanore, comme si elle se tenait à mes côtés, approuvant les graines que je m'apprêtais à planter, au sens propre comme au figuré. 2 ans après avoir coupé le contact avec mes parents, Vertical Bloom était devenu un nom respecté dans la technologie agricole durable. Nous employions 15 personnes à temps plein, avions installé des systèmes dans 3 États et étions en discussion avec une chaîne hôtelière internationale pour mettre en place nos systèmes de culture dans leurs établissements du monde entier. Le succès de l'entreprise m'avait donné une stabilité financière que je n'aurais jamais imaginée au départ, mais ma plus grande joie venait de la ferme que j'appelais désormais mon foyer. Pendant 6 mois de soirées et de week-ends, avec l'aide d'amis et de collègues, j'avais rénové la maison de ferme en un espace confortable qui gardait son caractère historique tout en ajoutant des commodités modernes. La grange avait été transformée en atelier et espace de recherche où nous testions de nouveaux prototypes de systèmes de culture avant de les déployer commercialement. Les 5 premiers acres étaient désormais dédiés à des essais comparatifs de culture entre méthodes traditionnelles et approches durables, soigneusement documentés pour mesurer les différences en utilisation de ressources et en rendement. Le jour du déménagement avait été un effort collectif, mon ami proche Zoé organisant un groupe d'amis pour m'aider à transporter meubles et cartons de mon appartement jusqu'à la ferme. Au coucher du soleil, nous étions assis sur le grand porche avant avec des pizzas et des bières, célébrant ce jalon qui représentait non seulement un changement de direction, mais l'accomplissement d'une vision qui m'avait soutenu à travers des années de mépris et de doute. Ah Candy, porta un toast Zoé en levant sa bouteille, qui savait exactement ce qu'elle voulait et qui n'a jamais abandonné, même quand ceux qui auraient dû la soutenir n'ont pas vu sa vision. Ces mots m'amenèrent des larmes inattendues aux yeux, un mélange de reconnaissance pour l'accomplissement et de douleur pour l'absence familiale qui faisait encore mal malgré ma réussite professionnelle. Ces amis étaient devenus ma famille choisie, soutenant mes rêves sans jamais en douter. Mais le vide laissé par ma famille biologique restait une tristesse silencieuse avec laquelle j'avais appris à vivre. L'univers a un drôle de sens du timing et de l'ironie. Le lendemain, en déballant des cartons dans ma nouvelle cuisine, j'entendis un véhicule monter le long chemin d'accès. Je pensais que c'était l'un des amis venus aider au déménagement, revenant chercher un objet oublié. Je sortis sur le porche et restai figé en voyant un SUV de luxe familier que je n'avais pas vu depuis 2 ans. Le véhicule de Jacques s'arrêta lentement et j'observai mon frère et sa femme Amanda me regarder à travers le pare-brise alors que je me tenais sur le porche de la ferme rénovée. Leurs expressions passèrent de la confusion à la surprise en voyant l'étendue de la propriété derrière moi. Jacques baissa la vitre. « Candy, c'est toi. » « Jacques, répondis-je d'une voix volontairement neutre. « C'est inattendu. » Il sortit de la voiture lentement, regardant autour de lui la propriété avec un évident étonnement. On revenait de chez les parents d'Amanda dans le Wisconsin et on a pris la route panoramique. J'ai vu le panneau Vertical Bloom au bout du chemin et je n'arrivais pas à y croire. « C'est à toi. »« Oui, dis-je simplement. »« Les 40 acres. » Amanda le rejoignit, élégante comme toujours dans une tenue décontractée de créateur qui semblait déplacée sur le chemin de gravier. « C'est magnifique, dit-elle, semblant sincère malgré sa surprise. La maison est charmante. » Un silence gênant s'installa entre nous. 2 ans sans contact avaient creusé un fossé plus large que la distance physique qui nous séparait sur l'allée. Finalement, je soupirai et fis un geste vers la maison. « Vous voulez entrer ? Je viens de faire du café. » Ils me suivirent à l'intérieur, leurs chaussures de luxe contrastant avec les planchers en bois restaurés. Je leur fis un bref tour du rez-de-chaussée, expliquant les rénovations effectuées et les projets pour les pièces restantes. « Mais tu as fait tout ça toi-même ?» demanda Jacques, avec une vraie curiosité dans la voix, en observant le plafond aux poutres apparentes découvertes pendant les travaux. « Avec l'aide d'amis. Les fondations étaient bonnes, mais il fallait moderniser. » Nous nous assîmes à la table de la cuisine avec du café,
la conversation étant forcée et prudente. Jacques expliqua qu'ils avaient passé le week-end chez les parents d'Amanda et qu'ils prenaient une route alternative pour rentrer en ville afin d'éviter les travaux sur l'autoroute. J'ai presque fait demi-tour quand j'ai vu le panneau, admit-il. Je n'étais pas sûr que tu veuilles me voir. Moi non plus je n'en suis pas sûr, dis-je honnêtement. Mais tu es là. Jacques baissa les yeux vers sa tasse de café. J'ai pensé te contacter tellement de fois après ce qui s'est passé. Les choses que papa a dites. J'aurais dû dire quelque chose. Oui, tu aurais dû, répondis-je sans rancune. Mais on fait tous nos choix. Je ne savais pas que tu avais lancé ta propre entreprise, continua-t-il. Ni qu'elle marchait assez bien pour tout ça. Il fit un geste vers la maison et les terres visibles à travers les fenêtres. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas de ma vie, Jacques. C'était en partie ça, le problème. Il hocha lentement la tête. Je le sais maintenant. En fait, j'ai suivi les progrès de ton entreprise depuis 1 an. Un de nos clients a investi dans des startups de technologie agricole et ton nom est apparu pendant une réunion. Je n'arrivais pas à croire qu'il parlait de ma petite sœur comme d'une PDG innovante. La révélation me surprit. Mais tu ne m'as jamais contacté. Je ne savais pas quoi dire. Après être resté les bras croisés pendant que papa me traitait de raté et avoir ensuite accepté son argent pour votre maison, j'avais honte. Et Candy? Amanda lui toucha le bras en signe de soutien. Jacques remet beaucoup de choses en question ces derniers temps. Sa carrière, nos décisions. L'expression de Jacques confirma ses paroles. Je suis doué dans mon travail, mais je ne l'aime pas comme toi tu aimes clairement ce que tu fais. Chaque matin je mets le costume et je joue le rôle pour lequel papa m'a préparé. Et dernièrement je me demande si je vis son rêve plutôt que le mien. L'aveu fut si inattendu que je ne sus pas quoi répondre immédiatement. Jacques avait toujours semblé parfaitement satisfait de son rôle de fils modèle, acceptant les attentes et les récompenses liées au plan de vie approuvé par nos parents. « Que ferais-tu à ma place ?» demandai-je enfin. Il haussa les épaules, paraissant soudain plus jeune et moins sûr que l'exécutif confiant que j'avais l'habitude de voir. « Je ne sais pas encore, mais te voir construire quelque chose de significatif à tes propres conditions m'a fait réfléchir. » Après avoir terminé notre café, je leur proposai de leur montrer le reste de la propriété. Nous avons traversé la grange transformée avec ses systèmes de culture expérimentaux, puis les champs d'essai où différentes méthodes agricoles étaient comparées côte à côte, et enfin le petit verger que je restaurais avec des variétés de pommes anciennes. Pendant la visite, Jacques posait des questions de plus en plus réfléchies sur l'entreprise, la technologie et ma vision de l'avenir. Pas les questions méprisantes que notre père aurait posées sur les revenus ou le retour sur investissement, mais un réel intérêt pour le travail lui-même et son impact potentiel. Quand nous sommes revenus à la maison, Jacques s'arrêta au bord du verger, regardant la propriété derrière lui. « Papa s'est trompé sur toi, Candy. » « Tellement trompé. » Il se tourna vers moi. « Mais tu n'es pas une ratée. Tu as construit quelque chose d'incroyable ici. » Les mots que j'avais toujours rêvé d'entendre de mon père, venant cette fois de mon frère, déclenchèrent en moi une vague d'émotion inattendue. Avant que je puisse répondre, Jacques sortit son téléphone. « Papa doit voir ça. Il doit comprendre ce que tu as accompli. » Un frisson de panique me traversa. « Jacques, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Les limites que j'ai posées il y a 2 ans tiennent toujours. » Mais Jacques composait déjà, mettant le haut-parleur. Notre père répondit à la 3e sonnerie, sa voix familière me secouant après si longtemps. « Jacques, tout va bien? Tu ne rentres pas de chez les parents d'Amanda. Papa, tu dois voir ce que Candy a construit. » La voix de Jacques était pressante, presque en colère. Elle possède 40 acres dans le comté de MC Henry. Elle a créé une entreprise qui marche. Elle a des employés et des clients dans plusieurs États. Tout ce que tu as dit sur elle était faux. Un silence pesa de l'autre côté de la ligne. Tu es avec Candy? La voix de notre père avait perdu sa certitude habituelle. Oui, on est tombé sur sa propriété par hasard. Papa, toi et maman devez venir voir ça. Vous devez comprendre ce qu'elle fait. Une autre longue pause. Elle est là? Je peux lui parler? Jacques me regarda en question. Après un moment d'hésitation, je secouai la tête. Je n'étais pas prête pour cette conversation. Pas encore. Non, elle n'est pas disponible pour l'instant, dit Jacques, respectant ma décision. Mais papa, je suis sérieux.
Ce que tu as dit cette nuit-là, tu avais tort. Candy ne gaspille pas son potentiel ni ne joue avec des plantes. Elle construit quelque chose d'important. Je vois, répondit notre père, son ton indéchiffrable. Merci de m'avoir dit ça, fils. Ta mère et moi en discuterons. Après avoir raccroché, Jacques se tourna vers moi, désolé. Pardon si j'ai dépassé les limites. Je ne pouvais juste pas le laisser continuer à croire que tu luttais ou échouais alors que la réalité est si différente. Je ne savais pas trop quoi ressentir face à l'intervention de Jacques. Une partie de moi appréciait son effort de corriger les idées fausses de notre père, mais une autre partie voulait protéger la vie que j'avais bâtie sans leur validation ni leur implication. C'est fait, dis-je finalement. Mais Jacques, il faut que tu comprennes une chose. Je n'ai pas construit ça pour prouver à papa qu'il avait tort ou pour montrer que je pouvais réussir selon ses critères. Je l'ai construit parce que ce travail me tient à cœur, parce que je crois en ce que nous créons. Je sais, dit-il doucement. C'est justement ça qui rend tout encore plus impressionnant. Tu l'as fait pour les bonnes raisons. Au moment de partir, Jacques demanda timidement si nous pouvions rester en contact. Ta sœur m'a manqué, avoua-t-il. Et j'aimerais en savoir plus sur ton travail si tu acceptes de partager. La demande était sincère, et malgré les émotions compliquées que sa visite avait fait remonter, je me surpris à acquiescer. J'aimerais bien, mais Jacques, il faut que tu respectes mes limites avec maman et papa. Si on reconstruit notre relation, ce doit être séparé d'eux pour l'instant. Je comprends, me rassura-t-il. C'est entre nous. Alors que je regardais sa voiture disparaître dans l'allée, je ressentis un étrange mélange d'émotions. La reconnexion inattendue avec Jacques avait ouvert une porte que je pensais fermée pour toujours, tout en me rappelant ce que j'avais accompli seul, sans l'approbation ni le soutien que j'avais autrefois tant désiré de mes parents. Restait à voir s'ils comprendraient ou valoriseraient un jour mes choix. Mais debout sur le porche de ma maison de ferme, regardant la terre qui représentait ma vision devenue réalité, je savais avec certitude que j'avais choisi le bon chemin pour moi, peu importe leur jugement. La semaine qui suivit la visite de Jacques passa dans un tourbillon d'activités normales. J'eus plusieurs réunions avec des clients potentiels. Je supervisais une nouvelle installation dans un restaurant du centre-ville et je continuais le processus sans fin de déballer des cartons dans la maison de ferme. Si je consultais mon téléphone plus souvent que d'habitude, espérant peut-être un nouvel appel de Jacques ou même de mes parents, j'essayais de ne pas l'admettre consciemment. 7 jours après la visite de Jacques, je rentrais du travail et trouvais une Mercedes noire garée dans mon allée. Mon estomac se noua immédiatement en reconnaissant la voiture de mon père. Après 2 ans de séparation totale, mon frère et mes parents étaient apparus à ma porte en l'espace d'une semaine. Je restais assise dans ma camionnette plusieurs minutes, reprenant mon calme et pesant mes options. Je pouvais partir et éviter la confrontation. Je pouvais les appeler et leur demander de s'en aller. Ou je pouvais affronter la conversation qu'ils étaient venus chercher, mais cette fois sur mon territoire et à mes conditions. Prenant une profonde inspiration, je choisis la 3e option. Je sortis de ma camionnette et marchai vers la maison où mes parents se tenaient maladroitement sur le porche. Ma mère paraissait plus âgée que dans mon souvenir, son apparence soigneusement entretenue trahissant des signes subtils du temps. Mon père se tenait raide à ses côtés, son expression indéchiffrable derrière son masque habituel de maîtrise professionnelle. « Et Candy ?» dit ma mère tandis que je m'approchais, sa voix tremblant légèrement. « Mais tu as l'air bien. »« Mais qu'est-ce que vous faites ici ?» demandai-je directement, m'arrêtant au pied des marches du porche. Mon père s'éclaircit la gorge. « Jacques nous a parlé de sa visite, de ta propriété et de ton entreprise. Nous voulions voir de nos propres yeux. » 2 ans de silence, et maintenant, ils apparaissaient simplement sans prévenir. La douleur que je croyais avoir dépassée remonta soudainement. Nous aurions dû appeler avant, reconnut ma mère. Nous n'étions pas sûrs que tu accepterais de nous voir. Elle n'avait pas tort. S'ils avaient appelé avant, j'aurais probablement refusé la visite, ne me sentant pas prête à recevoir un jugement ou une approbation conditionnelle de leur part. Eh bien, vous êtes déjà là, dis-je, répétant les mots que j'avais utilisés avec Jacques. J'ouvris la porte. Mais je ne les invitais pas immédiatement à entrer. Pourquoi êtes-vous venu exactement ? Mon père fit un geste vers la propriété qui nous entourait. Pour voir ce que tu as construit. Jacques a insisté sur le fait que nous avions une impression fausse de ta situation. Son choix de mots prudents était typique de lui, évitant toute admission directe d'erreur ou d'excuse. Mais le simple fait qu'ils aient conduit jusqu'ici représentait un pas que je n'attendais pas d'eux.
Très bien, dis-je en ouvrant plus grand la porte. Je vais vous montrer les lieux, et ensuite on pourra parler. Contrairement à la visite de Jacques, qui avait apporté de la gêne mais pas le poids d'une douleur directe, montrer ma maison et mon travail à mes parents était à la fois une revendication et une vulnérabilité. En parcourant la maison, ma mère commenta le charme des éléments d'origine que nous avions conservés et les rénovations de bon goût, son œil de décoratrice remarquant des détails que beaucoup auraient ignorés. « Tu as fait un travail magnifique avec la rénovation », dit-elle, apparemment sincère dans son approbation. L'endroit a beaucoup de caractère. Mon père resta surtout silencieux jusqu'à ce que nous arrivions à mon bureau à domicile, où des articles de presse encadrés sur Vertical Bloom couvraient un mur à côté de plans techniques de nos systèmes de culture. « Ton frère a dit que tu avais des systèmes dans 3 États, dit-il en examinant les documents. « Combien d'employés as-tu maintenant ?»« 15 à temps plein. »« Plus des sous-traitants pour les installations », répondis-je, observant son expression pendant qu'il traitait l'information. Dans l'atelier de la grange, j'expliquais nos dernières innovations sur la récupération d'eau et la distribution de nutriments, les aspects techniques qui se traduisaient par des gains mesurables d'efficacité pour nos clients. Pour la première fois, je vis l'intérêt professionnel de mon père se réveiller alors qu'il posait des questions sur la mise à l'échelle et la protection par brevet. En marchant dans les champs d'essai, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres sur les parcelles bien délimitées, ma mère demanda quel type de culture nous testions et pourquoi certains systèmes étaient placés côte à côte. Nous comparons l'usage de l'eau, le rendement et la densité nutritive entre les méthodes traditionnelles et nos approches modifiées, expliquai-je en montrant les systèmes d'irrigation et les stations de suivi. Ces données servent à améliorer nos systèmes commerciaux et à fournir des cas d'études pour de futurs clients. Quand nous eûmes terminé la visite, la tension était passée de hostile à simplement inconfortable. De retour dans la maison, j'offris du café, plus par politesse ancrée que par véritable hospitalité, et nous nous assîmes à la table de la cuisine pour la conversation que je redoutais depuis 2 ans. « Ton opération est impressionnante, Candy », commença mon père, son ton ressemblant plus à l'évaluation d'un projet qu'à la tentative de renouer avec sa fille. Clairement plus substantiel que ce que nous imaginions. C'est parce que vous n'avez jamais demandé, répondis-je calmement. Vous avez décidé que mon travail n'avait pas de valeur parce qu'il ne correspondait pas à votre définition du succès. Ma mère posa la main sur le bras de mon père, un geste familier lors des disputes familiales, quand elle essayait d'adoucir son approche. Nous étions inquiets pour ta sécurité financière, dit-elle. Nous n'avions pas compris que tu construisais quelque chose avec tant de potentiel. Le mot soigneusement choisi potentiel au lieu de reconnaître le succès réel, ne m'échappa pas. Même maintenant, il mesurait mon travail selon sa valeur financière plutôt que pour son sens ou ma passion. Mon travail avait de la valeur même quand je gagnais 28 000 $ par an chez Urban Harvest, dis-je fermement. L'impact de ce que je fais ne commence ni ne finit avec un bilan. Mon père se tortilla, mal à l'aise. Peut-être que nous nous sommes trop concentrés sur les mesures classiques de réussite, admit-il, le plus proche d'une confession que je l'avais jamais entendue. Ton frère était assez en colère contre nous après avoir vu ton activité. Il a dit qu'on avait été injuste dans notre jugement. Vous m'avez appelé une ratée, dit ma mère à voix basse, en fixant sa tasse de café. C'était exactement tes mots, Candy, et nous ne les avons pas corrigés. C'était mal. L'aveu direct des mots qui m'avaient poussé à couper le contact me prit par surprise. J'attendais des excuses vagues ou des minimisations, pas une référence claire à ce point de rupture. Oui, c'était mal, répondis-je, en soutenant son regard. C'était l'aboutissement d'années de mépris et de déception parce que j'avais choisi un chemin différent de celui que vous aviez prescrit. La mâchoire de mon père se crispa, son instinct de se défendre en lutte avec la raison qui l'avait amené ici. Nous voulions de la sécurité pour toi, dit-il enfin. Le genre de sécurité que nous avons donné à Jacques avec l'apport de la maison. La mention du cadeau de 230 000 $, la goutte qui avait fait déborder le vase, resta suspendue entre nous. Je pris une grande inspiration, décidé à l'aborder de front. Cette nuit-là a montré très clairement où je me situais dans la hiérarchie familiale, dis-je. Ce n'était pas seulement l'argent, même si l'écart était brutal. C'était m'entendre qualifié de raté après des années d'efforts vers des objectifs que vous n'aviez jamais pris la peine de comprendre ou de valoriser. Nous aurions dû soutenir tes choix, dit ma mère, me surprenant par la franchise de son aveu, même si elle ne les comprenait pas complètement. C'est ce que les parents sont censés faire. Mon père regarda par la fenêtre, vers les champs où la preuve de ma vision prenait forme. J'ai construit ma carrière dans un monde où le succès avait des mesures claires, dit-il lentement. Un marge de profit,
croissance des actifs, retour sur investissement. J'ai appliqué ces mêmes mesures au choix de mes enfants, sans penser que d'autres domaines fonctionnaient avec d'autres critères de valeur. C'était peut-être la plus grande introspection qu'il m'ait jamais donnée. Un aveu, même limité, que son cadre n'était pas le seul valable. Ton travail ici, fit-il un geste vers la propriété visible par les fenêtres, à ses propres mesures. Des améliorations en durabilité, la conservation des ressources, des innovations qui répondent à de vrais problèmes. Il me regarda droit dans les yeux. Je n'avais pas le vocabulaire pour évaluer ce que tu construisais, alors je l'ai rejeté. C'était un manque de vision de ma part. De lui, ce demi-aveu était significatif, sans doute la chose la plus proche d'une excuse que son orgueil pouvait permettre. Ma mère tendit la main sur la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. « Tu nous as manqué, Candy. Découvrir par Jacques que tu as construit tout ça alors que nous étions absents de ta vie nous a fait réaliser tout ce que nous avons perdu à cause de notre étroitesse d'esprit. » La sincérité de sa voix perça les murs protecteurs que j'avais érigés. « Vous m'avez manqué aussi, avouai-je. Mais je ne pouvais pas continuer à subir votre désapprobation et votre mépris constant. Ça me détruisait. Et le fait que tu aies ressenti le besoin de couper tout contact devrait nous dire à quel point nous avons échoué en tant que parents, dit ma mère avec une franchise inhabituelle pour sa nature habituellement réticente au conflit. Mon père s'éclaircit la gorge. Si nous essayions à nouveau, à quoi cela ressemblerait de ton point de vue? La question me surprit. J'avais espéré peut-être une reconnaissance à contre-cœur de mes réussites, mais pas ce pas hésitant vers la reconstruction d'une relation. Cela demanderait un vrai respect pour mes choix et mon travail, dis-je après un moment de réflexion. Pas seulement parce que l'entreprise réussit maintenant, mais parce que le travail lui-même a de la valeur. Et cela voudrait dire reconnaître la douleur causée par des années à me comparer défavorablement à Jacques et à rejeter mon chemin comme inutile. Mon père hocha lentement la tête. Ça paraît raisonnable. Alors qu'il se préparait à partir une heure plus tard, après une conversation qui avait couvert des terrains douloureux mais sans résolution claire, mon père s'arrêta à la porte. « Ta grand-mère serait fière de ce que tu as construit ici, dit-il de façon inattendue. Elle a toujours dit que tu avais une connexion spéciale avec la terre. J'aurais dû l'écouter davantage. » La mention de grand-mère Éléanore, la reconnaissance de son influence qu'il avait auparavant méprisée, fit monter des larmes inattendues à mes yeux. Je me contentais d'acquiescer, n'osant pas faire confiance à ma voix. Après leur départ, je m'assis sur les marches du porche, regardant le coucher de soleil colorer le ciel au-dessus de mes champs, digérant la visite inattendue et ses implications. La relation restait fragile, la douleur pas complètement guérie, mais une porte que je croyais fermée pour toujours venait de s'entr'ouvrir. Jacques m'appela ce soir-là pour savoir comment j'allais, ayant appris par nos parents leur visite. Ils sont restés plutôt silencieux après, me dit-il. Mais papa a mentionné que ton modèle d'affaires était plus sophistiqué que prévu, ce qui venant de lui est presque un éloge exubérant. Je ris malgré moi. Des petits pas, je suppose. Est-ce que ça te va qu'il t'ait contacté, demanda-t-il. Je me sens responsable, puisque c'est moi qui ai provoqué ça en appelant papa depuis ta maison. Je le digère encore, répondis-je honnêtement. Une partie de moi est contente qu'ils aient fait l'effort de voir ce que j'ai construit. Mais une autre partie craint de rouvrir des blessures, et leur respect nouvellement découvert dépend encore trop de mon succès financier plutôt que de la valeur du travail en soi. C'est vrai, reconnut Jacques. Mais si ça peut t'aider, je crois que voir ton lieu en personne les a vraiment touchés. Une chose est d'entendre parler de ton entreprise, une autre est de voir la manifestation physique de ta vision. Ça a rendu tout ça réel d'une manière que les mots seuls ne pouvaient pas. En terminant l'appel, je réalisais que même si la visite n'avait pas apporté une résolution nette digne d'un drame télévisé, elle avait lancé un processus de réévaluation et peut-être de guérison, qui évoluerait à son rythme, avec des limites que je me sentais désormais assez fortes pour maintenir. 6 mois après la visite inattendue de mes parents à la ferme, le paysage littéral et émotionnel avait changé de façon significative. Le printemps avait transformé les champs d'essai en un tapis vibrant de cultures expérimentales prospérant sous divers modes de culture que nous testions. La ferme était devenue non seulement mon foyer, mais aussi un laboratoire vivant où Vertical Bloom expérimentait des innovations avant de les appliquer chez nos clients. Ma relation avec ma famille avait commencé à prendre une nouvelle forme, semblable à cela, une croissance prudente remplaçant le silence stérile des 2 années précédentes. Jacques et moi avions rétabli un contact régulier, se retrouvant à la ferme chaque mois, sincèrement intéressé par l'entreprise et apportant parfois son expérience financière pour réfléchir à des stratégies de croissance.
Tu sais, dit-il lors d'une de ses visites en m'aidant à installer du matériel de suivi sur une nouvelle parcelle d'essai. Je n'aurais jamais cru apprécier me salir les mains comme ça. Papa ferait une crise en voyant son fils banquier en costume faire du travail manuel dans une ferme. Son commentaire montrait combien Jacques lui-même changeait, trouvant une satisfaction dans des activités en dehors de la définition étroite du succès avec laquelle nous avions grandi. Il avait récemment réduit ses heures de travail à 4 jours par semaine, utilisant le temps libre pour explorer des intérêts longtemps réprimés sous le poids des attentes professionnelles. Ma relation avec mes parents évoluait plus lentement, avec des pas prudents de chaque côté. Nous avions établi un appel téléphonique mensuel, d'abord assez formel, puis peu à peu plus naturel. Ma mère était venue 2 fois de plus à la ferme, apportant chaque fois quelque chose pour la maison, une sorte d'offrande de paix dans le langage domestique qu'elle comprenait le mieux. Mon père restait plus réservé, mais faisait des efforts à sa façon, il m'envoyait des articles sur des technologies agricoles ou des initiatives de durabilité qu'il croisait dans son travail. C'était sa manière de montrer qu'il faisait attention désormais à un domaine qu'il avait autrefois rejeté, essayant de comprendre mon univers à ses propres termes. La preuve la plus significative de notre nouvelle dynamique fragile arriva avec une invitation à dîner à la ferme. Après beaucoup de réflexions, j'avais décidé qu'il était temps d'essayer une réunion familiale sur mon territoire, là où je me sentais plus en sécurité et confiante. La soirée arriva avec un temps parfait de début d'automne, une brise légère portant l'odeur des pommes mûres du verger. J'avais préparé un repas avec les produits de la ferme, une démonstration tangible de l'abondance qu'on pouvait créer avec des méthodes durables. Jacques et Amanda arrivèrent les premiers, apportant du vin et une aisance habituelle, fruit de leur visite régulière. Mes parents suivirent peu après, ma mère portant un album de photos que je ne reconnus pas. La conversation pendant le dîner resta surtout prudente, centrée sur les récentes vacances de Jacques et Amanda et sur des nouvelles de la famille élargie. Quand nous passâmes sur le porche pour le café après le repas, ma mère me tendit l'album. J'ai revu de vieilles photos, expliqua-t-elle. Je me suis rendu compte qu'on avait très peu d'images de tes réussites comparées à celles de Jacques. Toutes ces foires scientifiques et projets qu'on n'a jamais vraiment documentés. L'album contenait les photos qu'elle avait pu retrouver de mes premiers projets environnementaux, mes prix scolaires et même des coupures de presse récentes sur Vertical Bloom qu'elle avait collectées à mon insu. L'effort de reconnaître mon parcours, même tardif, me toucha par sa sincérité. Merci, dis-je simplement, reconnaissant le geste pour ce qu'il était, une tentative de réécrire la narration d'indifférence qui avait marqué leur réaction à mes réussites. Alors que la soirée avançait, mon père se racla la gorge de la manière délibérée qui annonçait qu'il avait quelque chose d'important à dire. « Mais Candy, ta mère et moi avons discuté de quelque chose qu'on aimerait te proposer. » Je me raidis légèrement, incertaine de ce qui allait suivre. Nous avons réfléchi à la différence dans la façon dont nous avons soutenu financièrement toi et Jacques, continua-t-il prudemment. L'apport pour la maison qui a été un point de rupture entre nous. Jacques se tortilla sur sa chaise, toujours chargé d'une certaine culpabilité pour son rôle dans la fracture familiale. Nous aimerions t'offrir un cadeau équivalent, dit mon père. À 30 000 $ que tu pourrais utiliser comme bon te semble pour ton entreprise, pour la ferme ou pour toi personnellement. L'offre resta suspendue dans l'air entre nous. 2 ans plus tôt, une telle validation financière aurait tout signifié. Maintenant, ayant bâti mon succès sans leur aide, je découvrais que cela avait une signification différente. J'apprécie le geste, dis-je après un moment de réflexion. Mais je n'ai pas besoin de cet argent pour moi, et l'entreprise se porte bien par ses propres mérites. L'expression de mon père s'assombrit légèrement, le refus de son effort d'équité le décevant visiblement. Cependant, continuai-je, j'ai une suggestion sur la façon dont cet argent pourrait faire la différence d'une manière qui serait vraiment significative pour moi. J'expliquai mon idée, créer un fonds de bourse pour les jeunes femmes étudiant l'agriculture durable et les sciences de l'environnement, en particulier celles qui subissent la pression de leur famille pour choisir des chemins plus traditionnels. Nous pourrions l'établir au nom de grand-mère Eleanor, proposai-je, en soutenant des étudiantes qui, comme moi, voient la valeur dans un travail que d'autres pourraient ne pas comprendre. La mention de ma grand-mère, dont l'encouragement avait été crucial dans mon parcours, toucha visiblement mon père. Elle aurait beaucoup aimé ça, dit-il doucement. Elle a toujours cru que l'éducation devait ouvrir des portes plutôt que limiter les options. Au cours des semaines suivantes, nous avons travaillé ensemble à la création de la bourse Eleanor Henderson pour l'innovation en agriculture durable. Le fait de collaborer sur quelque chose de significatif commença à guérir des blessures que la simple restitution financière n'aurait jamais pu apaiser. Cela créait un but commun qui reconnaissait à la fois la douleur du passé et la possibilité d'un avenir différent.
À l'approche du premier anniversaire de notre confrontation, j'invitais ma famille à une petite réunion à la ferme pour célébrer à la fois le lancement du fonds de bourse et le champ expérimental, désormais pleinement opérationnel, fournissant des données pour notre prochaine génération de systèmes commerciaux. Debout ensemble au bord du champ, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange et d'or, je ressentis une plénitude qui n'avait rien à voir avec le besoin d'approbation et tout à voir avec le fait de rester fidèle à ma propre vérité, tout en laissant de l'espace aux relations pour évoluer. Je n'aurais jamais imaginé ça, dit mon père en désignant les cultures prospères et les stations de suivi. Quand tu as parlé pour la première fois de sciences de l'environnement, je m'étais imaginé quelque chose d'abstrait, de théorique. Pas cette innovation pratique avec des résultats tangibles. C'était une partie du problème, répondis-je sans amertume. Tu ne pouvais pas valoriser ce que tu ne pouvais pas visualiser. Il hocha la tête pensivement. J'ai mesuré le succès selon les critères que je comprenais. Cela a limité ma capacité à voir d'autres formes de réussite significatives. Ma mère glissa son bras sous le mien, un geste d'affection qui aurait semblé impossible pendant les années de désapprobation tendue. Nous apprenons, dit-elle simplement. Et ils apprenaient, chacun à leur manière, à leur rythme. La relation ne serait jamais simple. Les années de mépris et de douleur avaient laissé des marques que le temps pourrait atténuer, mais jamais effacer complètement. Pourtant, il y avait une vraie croissance partout, une volonté d'élargir les définitions et les attentes, laissant place à une connexion plus authentique. Jacques avait peut-être le plus changé, remettant en question le chemin qu'il avait suivi si docilement et trouvant de la satisfaction dans des activités et des intérêts en dehors de la bande étroite des réussites acceptables avec lesquelles nous avions grandi. Il avait récemment rejoint le conseil d'administration d'une organisation à but non lucratif axée sur la sécurité alimentaire urbaine, apportant son expertise financière à une mission alignée avec des valeurs qu'il avait redécouvertes en se reconnectant avec moi. « Tu sais ce qui est ironique » dit-il alors que nous marchions ensemble vers la maison. Suivre le plan familial approuvé était censé m'apporter sécurité et bonheur. Mais je ne me suis jamais senti aussi épanoui que depuis que j'ai commencé à le remettre en question. Te voir construire cette vie selon tes propres termes m'a donné la permission d'examiner mes propres choix. Mon entreprise continua à prospérer, s'étendant à de nouveaux marchés et développant des systèmes de culture de plus en plus sophistiqués pour divers environnements. La ferme de démonstration était devenue une destination pour les étudiants en agriculture et les professionnels de la durabilité, une vitrine vivante d'innovation attirant des visiteurs de tout le pays. Mais plus significatif que le succès professionnel fut la paix intérieure née du fait de vivre de manière authentique. La validation que j'avais autrefois désespérément recherchée auprès de ma famille était devenue secondaire face à la satisfaction de créer un travail aligné avec mes valeurs. Quand leur respect arriva enfin, ce fut le bienvenu, mais il n'était plus essentiel à mon sentiment de valeur. Debout dans mes champs, alors que les dernières lueurs du jour coloraient le ciel, je réfléchis au chemin qui m'avait mené ici. La douleur du rejet avait été réelle et profonde, mais elle avait aussi été le catalyseur pour construire une vie entièrement selon mes propres termes, sans les limites de la vision étroite des autres sur ce que devait être le succès. Certaines blessures ne guériraient peut-être jamais complètement. Certains schémas familiaux exigeraient toujours un effort conscient pour être traversés. Mais le chemin authentique que j'avais choisi avait créé enfin la possibilité de relations plus vraies, basées sur qui nous étions réellement plutôt que sur qui on attendait que nous soyons. La plus grande leçon n'était pas que j'avais prouvé à mes parents qu'ils avaient tort, ni que le succès avait validé mes choix. C'était que définir le succès à mes propres conditions, rester ferme dans ma vérité, même si cela signifiait marcher seul pendant un temps, avait posé les bases d'une vie d'intégrité et de sens qu'aucune validation extérieure ne pourrait jamais offrir. Et toi? As-tu déjà dû choisir entre les attentes familiales et ton propre chemin authentique? J'aimerais lire vos histoires dans les commentaires. Souviens-toi, parfois les limites les plus difficiles à poser sont avec les personnes que nous aimons le plus, mais rester fidèle à ta vérité peut mener à une croissance inattendue pour tout le monde. Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire t'a parlé, appuie sur le bouton like, abonne-toi pour plus de récits réels et partage-la avec quelqu'un qui aurait besoin de courage pour suivre son propre chemin, même s'il n'est pas celui que d'autres ont tracé pour lui. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage, et rappelle-toi, le succès ne se mesure pas par l'approbation des autres, mais par l'alignement entre tes actions et tes valeurs les plus profondes.